L'histoire de Sean Combs est une histoire fascinante, mais c'est aussi une histoire humaine. Il est temps pour moi de vous présenter à lui. Son nom est Sean Combs, vous avez sûrement dû entendre parler de lui en tant que Puff Daddy, P. Diddy, mais se tenant dans ce tribunal à 55 ans au même endroit où il est né et a grandi, il porte le même nom avec lequel il était né, Sean Combs. C'est avec une partie de ce discours par l'une des avocates de Diddy, Teni Geragos, que s'est ouvert le procès du rappeur, producteur et homme d'affaires déchu. Je ne vais pas vous parler de l'affaire Diddy, il y a beaucoup de vidéos et d'articles sur le sujet. Ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on découvre qui était Sean Combs, l'homme derrière Puffy, Puff Daddy, P. Diddy et Brother Love, et qu'on essaie de comprendre pourquoi l'industrie de la musique a fermé les yeux sur ces crimes. Jingle. Un des meilleurs films de l'histoire est sorti en 2007. American Gangster a amassé 266 millions au box-office mondial, a été nominé 21 fois, dont 2 nominations aux Oscars. Dans ce film, basé sur une histoire vraie, on y retrouve Joaquin Phoenix, qui joue Richie Roberts, un policier blasé qui a pour mission de démanteler le réseau de drogue de Frank Lucas, joué par mon acteur préféré, Denzel Washington. Frank Lucas est un grand baron de la drogue qui a opéré dans les années 60-70 à Harlem. À la tête d'une grosse organisation criminelle, il y avait beaucoup d'hommes à son service. Et parmi eux, il y a eu Melvin Earl Combs, le père de Diddy. Melvin Earl Combs, un vétéran de la Air Force et lieutenant de Frank Lucas, se marie avec Janice Small, une mannequin et maîtresse d'école. Le 4 novembre 1969, le jeune couple va accueillir leur premier enfant, Sean John Combs à Harlem. S'en suivra une fille, Keisha Combs. 2 ans seulement après la naissance de Sean, Melvin Earl Combs, âgé de 33 ans, va se faire tirer dessus alors qu'il était assis dans sa voiture parce que les gens pensaient qu'il était une balance qui travaillait pour le FBI alors que ce n'était pas le cas. Diddy apprendra les circonstances de la mort de son père des années plus tard. Désormais mère célibataire, Janice Small Combs déménage avec ses 2 enfants à Mount Vernon où ils vont vivre dans la pauvreté. Sauf que pause, parce que Tim Patterson, un ami d'enfance de Sean Combs qui a grandi avec lui, qui a carrément vécu chez les Combs, prétend que Diddy n'a pas grandi dans la pauvreté. Janice Combs, la mère de Sean, aurait hérité d'une somme d'argent après l'assassinat de Melvin Combs, ce qui leur aurait permis de se trouver une maison dans un meilleur quartier à Mount Vernon. En gros, ils ne vivaient pas dans le quartier pour les personnes défavorisées. Je le regardais genre, oh mon dieu, ce mec est différent. Patterson va déclarer dans le documentaire Diddy, The Making of a Bad Boy, sur le service de streaming Peacock. Il va y montrer une photo de Diddy qui a 4 ans et qui porte un chapeau, des bijoux, bagues, bracelets. C'est un enfant de 4 ans, dans le placard à vêtements d'une personne de 30 ans. Un autre ami de Sean Combs, Rich Parker, confirmera que Diddy était loin d'être pauvre, car il était toujours bien habillé. Il était membre d'un groupe de danse et de mode 7-Up Crew qui bougeait dans tout New York pour des battles de danse et de mode. Diddy était aussi le tout premier enfant que Richie Parker avait avec une montre Gucci. Diddy serait aussi allé dans une école privée. Il était vu comme l'enfant riche qui était harcelé car les gens pouvaient voir qu'il était faible et différent. D'après d'autres rumeurs, sa mère Janice Combs, qui est décrite comme étant petite mais effrayante, était une daronne. Toujours selon Tim Patterson, ami d'enfance de Sean Combs et ex-producteur chez Bad Boy Records, quand il a vécu dans l'étage du bas de la maison des Combs, il dit se souvenir d'une ambiance chaotique et Janice organisait des soirées qu'aucun parent ne devrait organiser quand des enfants sont présents. Il y aurait eu de l'alcool, des drogues, des macs. La nuit, il n'y aurait rien eu d'anormal à entrer par erreur dans l'une des chambres et trouver un couple tout nu. C'est ce que nous avons appris. C'est ce qu'on nous a donné à manger. Est-ce que ça nous a désensibilisés? J'en suis sûr. Est-ce qu'on en avait conscience? Non. C'était juste un samedi soir pour nous. On voit déjà d'où Sean Combs a eu les idées pour ces fameuses soirées blanches auxquelles sa mère a participé aussi. Malgré tout, Sean Combs a toujours clamé qu'il avait grandi avec peu d'argent. Dans une interview pour Jimmy Kimmel, il explique que sa mère, Janice, a contacté The Fresh Hair Found, une agence caritative qui offrait des vacances gratuites aux enfants issus de quartiers défavorisés. Et c'est comme ça qu'il a passé un été en Pennsylvanie, aux États-Unis, chez les Amish, une communauté religieuse qui vit de manière recluse. Ils refusent toute modernité et sont plus proches de la petite maison dans la prairie que Futurama. Diddy y est resté 2 mois à cueillir des baies et traire des vaches. Il décrira cet été comme un des meilleurs de sa vie. Sans électricité, ça a été l'opportunité parfaite de se couper de tout et d'apprendre à compter les uns sur les autres. Je me souviens, on allait à l'église et ils avaient à l'église des repas somptueux. Ça t'apprend ce que c'est réellement une famille. Je me déplaçais partout à cheval ou dans un buggy. Selon Diddy, cette expérience a fait de lui ce qu'il est devenu. Et en parlant d'église, Sean a été éduqué en tant que catholique. Il a même été enfant de cœur. Ouais. Quand on voit ses actions, on se demande où est passé son cœur et où est passé cet enfant de cœur. Il est allé dans une école catholique pour garçons, Mount St. Michael Academy. Il en sortira diplômé en 1987. C'est durant son enfance que va naître son surnom Puff. Il a dit que c'est un surnom qui lui a été donné car il avait mauvais caractère et quand il n'était pas content, il puff et huff. En gros, il soufflait beaucoup le gosse. Et ce détail est super important pour la suite de son histoire.
Sean Combs était aussi un adolescent qui aimait beaucoup le rap. Il a été joueur de football américain, il aimait se faire remarquer, il aimait les choses flashy. Son tout premier travail a été distributeur de journaux. C'est quelque chose qu'on a très peu en France, mais en fait, vous voyez dans les films et les séries américaines qu'on aime trop regarder, on a souvent une scène où on a un enfant sur un vélo qui balance des journaux sur la pelouse de très belles maisons. Un peu comme quand ils ont fait la bande d'annonces pour Desperate Housewives, une des meilleures séries au monde. Sean, c'est ça qu'il faisait. Il prenait 6 itinéraires différents chaque jour. Ce dont vous ne vous rendez pas compte, ce que je pense peu de gens savent, c'est que dès les débuts, quand j'ai eu mon premier job, je n'avais que 12 ans. Sean Combs écrira dans un post Facebook. Et la manière dont j'ai eu ce travail, c'était vraiment à travers mon esprit entrepreneurial. Ce qui est quelque chose que j'ai pris de ma mère. Janice Combs, elle avait plusieurs boulots pour joindre les deux bouts et elle a toujours été un modèle pour Didi. À ce moment-là, j'étais trop jeune pour travailler de manière légale. Donc, j'ai passé un deal avec les autres distributeurs de journaux qui partaient à l'université. Je leur ai dit, laissez-moi faire votre livraison de journaux et je vous enverrai la moitié de l'argent. C'est pour ça qu'il faisait 6 chemins, parce qu'il faisait le travail d'autres personnes et ensuite il partageait l'argent avec ces personnes-là. En plus de ça, il a dansé dans des clips de musique pour Diana Ross et The Fine Young Cannibals. Donc pendant des années, Didi va continuer de livrer des journaux jusqu'à commencer ses études en business à l'université de Howard, une université pour les Noirs américains en automne 1900. J'ai dit comment? Automne 1987. Bon, spoiler alert, il ne va pas rester longtemps, mais il va laisser une grosse mais énorme impression. Sean Combs va être connu pour 2 choses. Il était le gars qui organisait des soirées de malades avec des centaines de personnes qui venaient. Tout le monde le disait. Si tu veux vivre une soirée mémorable, faut aller à celle de Sean Combs. Donc, il n'a pas attendu la célébrité pour être le roi des soirées. Il l'a toujours fait. On n'oublie pas que selon certains, il a grandi dedans à cause de sa mère qui elle-même organisait des soirées. Et la deuxième chose pour laquelle il était connu, c'est qu'il était une nuisance pour les femmes. Rien n'a changé. C'est toujours la même chose. C'était le mec, s'il voulait sortir avec toi, tu fuis très loin. Il avait cette très fâcheuse tendance de toucher les femmes sans leur consentement, comme le pervers qu'il est et sera toujours. Une femme aurait confié au journal Rolling Stone que Sean Combs lui a caressé le dos sans prévenir et aurait demandé si elle était partante pour rencontrer un de ses amis. Depuis ce moment-là, elle ne s'est plus jamais approchée de Sean Combs. Vous vous souvenez quand on a évoqué les origines de son surnom Puff? C'est parce qu'il avait un mauvais caractère. À l'université, il piquait des crises de colère. Un jour, Didi l'a dépassé les gens dans la file d'attente de la cafétéria et il a juste pété les plombs parce qu'il y avait trop de monde. À cette époque-là, Didi avait une petite amie et il était tellement toxique qu'il se pointait à leur cours d'anglais qu'il séchait, il tapait à la fenêtre pour qu'elle sorte du cours et le rejoigne. Et sa petite amie, en fait, dans ces moments-là, elle était décrite comme tendue à chaque fois, elle était gênée. Il avait juste un besoin bizarre de contrôle. J'avais l'impression qu'elle avait peur, dire à un ancien camarade de classe. Et elle avait tout à fait raison d'avoir peur de lui, parce qu'un soir, il a débarqué devant le dortoir de sa petite amie et Didi, il hurlait de colère pour qu'elle descende. Plusieurs témoins l'ont vu la violenter. Il aurait même utilisé une ceinture pour la battre. Elle a essayé de se défendre comme elle pouvait, la pauvre. Tout le monde criait à Didi d'arrêter et de la laisser tranquille. Et l'université de Howard n'a rien fait. Encore mieux, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont décider des années plus tard de donner un titre honorifique à Sean Combs qui n'a même pas été diplômé. Le même gars qui a battu une femme il y a des années dans cette même université-là, il est récompensé. Et qui est choqué? Personne, évidemment. Bon, alors décharge, l'université de Howard a retiré ce titre après le début de ce scandale, mais je suis désolée, c'est trop tard. Il ne méritait pas du tout, en fait, fallait pas lui donner à la base. Et comme je vous le disais, Sean Combs ne va pas aller jusqu'au bout de ses études car il était interne à mi-temps chez Uptown Records. Mais il décide de quitter Howard University pour travailler à plein temps et enfin devenir ce qu'il a toujours été destiné à être, une légende de la musique. Ce travail à Uptown Records, il le doit à Heavy D, un rappeur qui vivait dans le même quartier que lui. Didi a harcelé Heavy D pendant des jours et des jours pour avoir ce job en 1990. Sean Combs va aider à faire décoller les carrières de Jodeci et la dame au bot, Mary J. Blige. Tout allait bien pour Didi qui vivait sa meilleure vie. En 1991, il organise un événement caritatif pour une association qui lutte contre le sida. Faut savoir qu'à cette époque, le sida s'était pas pris très au sérieux alors que ça a fait beaucoup de victimes. Cet événement, il l'organise avec Heavy D et il aura lieu dans un gymnase du City College de New York. De grosses stars comme New Edition et Jodeci seront présentes. Les deux producteurs vont promouvoir le jeu de basketball parce que cet événement caritatif est un jeu de basketball. Donc, ils vont promouvoir le jeu qui aura lieu le 28 décembre 1991. 5000 personnes vont essayer de se faire une place dans un gymnase qui ne pouvait en accueillir que 2730. Didi aurait distribué lui-même les tickets pour le concert. Il en parlait comme si 10 000 personnes pouvaient y assister. Il y avait autant de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et quand Run DMC et Jodeci sont apparus au bord du terrain de basket, c'est là où les choses ont pris un tournant tragique. L'apparence des rappeurs a causé un mouvement de foule à l'extérieur qui n'était pas gérable. Des gens qui étaient à l'extérieur, en gros, ils disaient 1, 2, 3, pousser pour pouvoir entrer dans le gymnase. Ils vont casser une porte vitrée qui menait au hall du gymnase. De là, la foule va s'engouffrer, et descendre un petit escalier pour atteindre le gymnase. Sauf que les portes du gymnase s'ouvrent de l'intérieur et non de l'extérieur. Elles vont rester fermées pendant 15 minutes.
15 minutes pendant lesquelles les gens vont commencer à paniquer en entendant la commotion de l'extérieur. Va alors s'en suivre une bousculade, un chaos sans nom qui va causer la mort de 9 personnes et en blesser 29. Et vous devez sûrement vous demander où était la sécurité. La présence policière était quasi inexistante. L'effectif sur place n'aurait jamais pu contrôler toute la foule, sachant encore une fois qu'on avait 5000 personnes entassées dans un endroit fait pour 2000 et quelques, sans compter la foule à l'extérieur. Et à cause de cette organisation catastrophique, Jabba Renée 15 ans, Leonard Nelson Jr. 17 ans, Laetitia Heard 19 ans, Sonia Williams 20 ans, Don McCain 20 ans, Yul Dargan 24, Cherise Ann Noel 26, Darren Brown 28 et Dirk Swain 20 vont perdre la vie. On va pointer du doigt Didi et Heavy D parce que ce sont eux les organisateurs et promoteurs de cette tragédie. C'est Sean Combs et Heavy D qui auraient dû engager plus de sécurité pour contrôler la foule. C'est eux qui auraient dû être clairs sur le fait que la capacité d'accueil était de seulement 2700 personnes. Malgré cela, aucune charge criminelle ne sera retenue contre Didi et Heavy D. Par contre, plusieurs procès en civil vont avoir lieu pour mort accidentelle par les familles des 9 décédés et injures par les survivants. Un accord de seulement $40 000 a été signé entre Sean Combs et chacune des familles. Pour les familles et les survivants, Didi n'a jamais demandé pardon, n'a jamais assumé ses actions et n'a pas été tenu responsable devant la justice non plus. Il dit en 1998 au The New York Times Magazine, City College est quelque chose avec lequel je dois vivre tous les jours. Mais ce n'est rien comparé à la douleur des familles. Je prie juste pour les familles et je prie pour les enfants qui ont perdu la vie tous les jours. Sean Combs sera viré de Uptown Records en 1993 après la tragédie qui aurait dû ternir sa réputation. Mais ça ne va pas du tout le stopper dans son élan, car selon Didi, André Harrell, son patron, ne l'a pas viré pour le punir, mais pour le rendre riche. Sean Combs va fonder Bad Boy Records la même année de son licenciement et met la main sur Christopher Wallace qui était chez Uptown Records. Christopher Wallace, qu'on connaît mieux sous le nom de Notorious B.I.G., va devenir la poule aux œufs d'or de Sean Combs. Lui et Greg Mack, un autre chanteur, vont devenir les deux plus gros stars de Bad Boy Records et vont permettre au label d'être très populaire. Après ça, Combs va signer Carl Thomas, Faith Evans, Father MC, Mace and the Lox. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, il a fait découvrir des artistes comme Mary J. Blige, mais aussi Usher qu'il a pris sous son aile. Usher, à une époque, vivait carrément chez Didi et l'artiste dira dans une interview qu'il ne laisserait pas ses enfants avec Didi. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Sean Combs a travaillé avec Lil Kim, TLC, Mariah Carey, Boyz II Men, Aretha Franklin. En 1996, adoptant le nom de scène Puff Daddy, Sean Combs sort de l'ombre, même s'il a passé sa carrière de producteur à parler dans les chansons de ses artistes et danser dans leurs clips insupportables. Il sort son premier single en tant que rappeur, Can't Nobody Hold Me Down. Son album No Way Out sortira le 16 juillet 1997, 5 mois après l'assassinat de Notorious B.I.G. Dans cet album figure I've Been Missing You en featuring avec la femme de Biggie, Faith Evans. La chanson est un hommage à son meilleur ami. Ce sera le premier single de rap à être numéro 1 du Billboard Hot 100. Le single est un hit, c'est un banger qui restera 11 semaines au top des charts dans le monde. C'est un banger qui vendra 7 millions de copies. En 1998, donc je disais, en 1998, il gagne le Grammy du meilleur album de rap. Le 24 août 1999, il sortira son second album Forever, qui sera aussi un succès. En 2001, fini Puff Daddy, veuillez l'appeler désormais P. Diddy. Il jouera dans 2 films, Made and Monster Balls. Ce mec a fait tellement de trucs qu'il a même été le manager de Kelly's My Milkshake is Better Than Yours. Il a fait la première partie d'un concert de NSYNC en 2002. Il va être le producteur pour l'album Bonne Son d'un autre de mes films préférés avec mon acteur préféré, Training Day. Si vous n'avez pas vu ce bijou du cinéma, je vous le recommande les yeux fermés. Et là, je voulais juste marquer une pause sur ce détail qui détaille, parce qu'avec Didi, l'histoire ne fait que se répéter. Ça montre à quel point il n'apprend jamais de ses erreurs et refuse de changer, car tout va toujours dans son sens. En 2000, un groupe de musique, Dream, composé de Holly Blake Arnstein, Melissa Schumann, Ashley Poole et Alex Chester vont auditionner pour Sean Combs qui va ensuite les signer chez Bad Boy Records. Le groupe va sortir un premier single, He Loves You Not, qui va bien fonctionner. Leur premier album va par contre recevoir un accueil mitigé, mais les chiffres ne sont pas non plus catastrophiques. En 2002, Melissa Schumann quitte le groupe. Sean Combs et les 3 restantes finissent par trouver une remplaçante, Casey Sheridan. Dream, maintenant au complet, travaille dur sur leur second album. Sean Combs décide de leur donner une image plus sexy que les filles n'apprécient pas trop. Elles ne sont pas à l'aise avec cette décision. Malgré l'ambiance tendue, leur album est prêt à sortir. Sauf qu'il ne sortira qu'en version numérique téléchargeable sur le site français de Virgin Megastore. C'est la douche froide. Comment ça, mon ref? On travaille pendant des mois sur un album qui nous a été promis juste pour que cet album ne se trouve qu'à un seul endroit sur Internet. Et on parle d'une époque où le concept de streaming n'était pas quelque chose de connu. En d'autres termes,
Diddy leur a fait à l'envers. Bad Boy va lâcher le groupe qui va se séparer sans que personne ne sache ce qu'il s'est réellement passé jusqu'à aujourd'hui. Et si je vous raconte ça, c'est parce que ça me rappelle beaucoup ce que Diddy a fait à un des meilleurs groupes sur Terre, les Danity Kane. Tu sais quoi? Attends. Lâche tout ce que tu es en train de faire, sauf si tu tiens un enfant ou un animal dans les bras, ne les lâche surtout pas s'il te plaît. Bon, tu sais quoi? On va te dire, pose délicatement, approche et tends l'oreille, parce qu'il faut qu'on parle de cette dinguerie qui a été l'émission Making the Band. Reprenons depuis le début. À l'époque, MTV, c'était la Rolls-Royce des chaînes télévisées. Ils diffusaient des clips, des émissions incroyables comme George Shore, qu'on n'aurait jamais dû regarder à notre âge, My Sweet 16, 16 and Pregnant, qui m'a dégoûté d'avoir des enfants à l'époque, Made, et parmi cette crème de la crème, on avait aussi Making the Band. Et là, je ne veux pas parler de la version de ce Allman sur ABC. Diddy va produire Making the Band 2, qui commence le 19 octobre 2002. Le but de l'émission, c'est de mettre en compétition des gens qui savent chanter, danser avec un physique avantageux. Ne disons pas le contraire, la beauté fait 80% dans la carrière d'une femme et parfois d'un homme. Tout ça pour gagner une place dans un groupe qui sera produit par Diddy. Le rêve absolu sur papier. Dans cette première version, le groupe Da Band va se former, sortir un premier album, Too Hot for TV, qui sera certifié disque d'or. Diddy va dissoudre le groupe et Da Band sera lâché complètement par Bad Boy Records. Comme c'est bizarre, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Mais comme dirait l'oncle de Jackie Chan, sans l'accent évidemment, je n'ai pas fini. En 2005, Making the Band 3 est lancé et aura 3 saisons. Après l'échec de Da Band, Diddy veut cette fois former un groupe féminin avec l'aide de Lauryn Gibson, sa chorégraphe. Alors elle, c'est une victime et un bourreau. Elle était tellement mauvaise avec Takita, une candidate là. Let me hear you guys sing. Breathing my ear, ba 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 ba. So you walked over to me. Breathing in my ear. Let's go back. Too much. Breathing in my ear. You're on top of the vocal, Taquita. I'm not giving you this. Breathing in my ear. It's just like the way it's sung. No, too much neck, honey. 6, 7, 8. Oh, you just want me to get started. Again for Taquita. You're touching my body. Oh. No, let's go. D'ailleurs, c'est à cause de Making the Band que je n'ai jamais aimé Diddy en tant que personne. Je le trouvais arrogant et il faisait trop la hagra gratuitement. Genre, regardez-moi, je suis supérieur à tout le monde, comme s'il était immortel. Non, on va tous mourir un jour, hein. Faut se calmer, hein. Donc, Sean Combs cherche un groupe. Il va le trouver en novembre 2005 et que c'est Palerio, Danity Kane. Le premier album, Danity Kane, va très bien fonctionner. Un album pépite avec Sleep On It, Showstopper, Ride For You. Non, j'étais une fan. Après ça, Diddy forme un groupe de garçons D26. Danity Kane sort leur second album, Welcome to the Dollhouse. C'est un carton. Danity Kane sera le premier groupe féminin de l'histoire à avoir 2 albums dans le top des charts. Sauf que malgré leur énorme popularité et succès, j'ai dit comment? Popularité et succès, le groupe a été séparé et par qui évidemment? Diddy. Il va décider de virer tout le monde, sauf Don Richard, avec qui il va fonder un autre groupe, Diddy Dirty Money. Une chose était sûre, Diddy détestait Aubrey O'Day, une ex-membre de Danity Kane. Selon des rumeurs, elle a été la première virée parce qu'il trouvait qu'elle avait une image trop sexy. Mais selon Aubrey O'Day, c'est parce qu'il voulait avoir une relation avec elle et elle n'en a jamais voulu. En plus, elle n'hésitait pas à dire quand quelque chose ne lui plaisait pas et ça, Diddy ne pouvait pas l'accepter. Aubrey a toujours parlé contre Diddy en conseillant les artistes de ne pas signer avec lui, en dénonçant ses méthodes toxiques et de voleurs. À l'heure où je vous parle, Dawn Richard, la survivante, a témoigné au procès de Diddy car elle a porté plainte contre lui pour attouchement sexuel, menaces et traitements inhumains. Mais on reviendra plus tard sur à quel point Diddy était un criminel qui méritait d'aller en prison depuis. Le 1er février 2004, Diddy va faire une performance au Super Bowl. Le 16 août 2005, il annonce que son nom est désormais Diddy. Il continue de jouer dans des films, va être présentateur pour les MTV Music Awards où il va proposer à une jeune fille de venir à ses soirées blanches en backstage. Le 17 octobre 2006, il sort son album Press Play, numéro 1 Billboard 200. En septembre 2023, il sortira son dernier album avant le début des problèmes, The Love Album of the Greed. Sean Combs est l'un des artistes les plus riches. Sa fortune serait estimée à $1 milliard en 2022. En plus d'avoir connu le succès avec la musique, Diddy est un homme d'affaires redoutable. Il gère plusieurs entreprises, certaines avec succès, d'autres moins. Comme Sean Jones, sa marque de vêtements lancée en 1998, il vendra aussi des parfums. Celle-là, très bien fonctionné. 2 restaurants appelés Justin, comme son fils. Le premier à New York, qui va fermer en 2007, et celui d'Atlanta en 2012. À partir d'octobre 2007, il aide au développement de Ciroc, une marque de vodka. Il va tellement aider que pendant longtemps, on a cru que c'était sa marque à lui, alors que pas du tout. Il détient une grosse part dans la chaîne de télévision Revolt TV. Il a acheté des parts dans Aqua Hydrate, une compagnie de boissons à 0 calories pour athlètes. Il lance sa propre entreprise d'alcool, Combs Wines and Spirits. Bref, Sean Combs est un touche-à-tout qui jongle entre sa carrière de producteur, rappeur, businessman et père d'une famille nombreuse. Sean Combs, c'est
ses 7 enfants de 4 mères différentes. Tout au long de sa carrière, il a enchaîné les succès, les scandales et les femmes. La première connue sur sa liste est Misa Hilton, avec qui il entame une relation au début des années 90 quand il commence sa carrière à Uptown Records. Le 30 décembre 1993, Misa Hilton donne naissance à Justin, le tout premier enfant de Sean Combs. Il se sépare quelques temps après et continue de coparenter Justin. Ensuite va arriver la femme de sa vie, Kim Porter, une mannequin. Leur relation commence dans les années 90. Christian, qui sera le deuxième enfant pour Didi et Kim, va naître le 1er avril 1998. Le premier enfant de Kim Porter, c'est Quincy, qu'elle a eu avec le producteur Al Bischour. Selon les rumeurs, Didi aurait adopté Quincy, sauf que Al Bischour, son père, a nié tout délire d'adoption car Quincy n'a jamais été un Combs. En tout cas, Didi va l'élever comme son propre fils. Bon, vous vous doutez déjà de ce que je vais dire, la séparation arrive seulement 1 an après la naissance de Christian. C'est un peu le modus operandi de Didi. Kim et Sean sont restés proches, tellement proches qu'ils vont se remettre ensemble en 2003, avoir 2 autres enfants, les jumelles Delilah Starr et Jessie James en 2006. Sean Combs dira dans une interview pour Essence Magazine qu'il sait que Kim mériterait qu'on lui passe la bague au doigt, mais qu'il ne se sent pas prêt. Genre avoir 3 enfants avec cette femme, facile, doigt dans le nez. Le mariage, ah non, 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 faut pas abuser du bail non plus, oh non. Bref, il continue en disant qu'il aime beaucoup Kim, blablabla, il veut apprendre à être un bon petit ami, blablabla. Et quand il aura fini avec cette étape, il passera à la suivante. Sauf qu'en 2007, il se sépare pour de bon, donc je suppose qu'il n'a jamais réussi à être un bon petit ami. La raison principale, c'est parce que Didi a eu un enfant avec une autre femme pendant que Kim était enceinte des jumelles. Cet enfant, c'est Chance, qu'il a eu avec Sarah Chapman. Chance va naître en juillet 2006. Les jumelles en décembre. Kim et Sean vont quand même rester en bons termes. Elle va le soutenir, être présente pour lui à ses événements. Ils vont célébrer Halloween ensemble avec leurs enfants. Didi va complimenter Kim tout le temps sur son rôle de mère, sur sa personne. Kim était décrite comme étant une personne très calme, qui essaie toujours de voir le verre à moitié plein. Donc ça calmait Didi, qui lui était un gros nerveux. Malheureusement, Kim Porter décède le 15 novembre 2018 d'une pneumonie. Quand j'ai perdu Kim, ça a brisé mon cœur pour toujours, dira Didi. Al Bischour, ex de Kim Porter et père de Quincy, est convaincu que la mort de Kim Porter a été causée par Didi, car elle était en train d'écrire un livre pour absolument tout raconter. La troisième relation sur notre liste est celle avec la danseuse Jennifer Lopez, à cause de qui Google Images a été inventé. Ils se mettent ensemble en 1999 quand ils rompent avec Kim la première fois, même si j'ai entendu dire qu'en réalité Kim et Sean n'étaient pas du tout séparés et que Kim aurait appris que Sean sortirait avec Jennifer Lopez en regardant la télé. En fait, elle a allumé les Grammy Awards et elle les a vus ensemble et... Tromperie! Didi et Jennifer Lopez vont assister aux Grammy Awards en 2000 et Jennifer va arriver dans une robe verte avec plus de peau que de tissu signée Versace. Cette robe va obliger Google à lancer Google Images parce que tout le monde voulait des images de Jennifer the Blog dans cette robe surcotée. Est-ce que ça se sent que j'aime pas cette robe ou pas? Leur couple va durer 2 ans et avant leur rupture va se passer un événement très problématique. On va en reparler plus tard. Jennifer a confié que l'infidélité a été la raison pour laquelle elle a terminé leur relation. On va dire les termes un petit peu. Pour beaucoup, cette relation était un coup de publicité. Dans une interview, je vais arrêter de parler comme ça. Dans une interview, J-Lo explique que Didi lui donnait une mauvaise impression, que ce n'était pas une bonne relation pour elle. Par contre, ça a été un coup de génie parce que ça va faire exploser la carrière de l'actrice et danseuse qui va devenir une chanteuse. Parce qu'on dit que Didi allait prendre des chansons écrites pour d'autres chanteuses comme Mariah Carey, ma star, et les donner à Jenny. Et encore pire, prendre la voix d'Ashanti, ma star, Christina Milian que j'aime trop, pour faire croire que c'est Jennifer qui chante. Bref, c'est nul! C'est nul! Son surnom J-Lo le vient aussi de Didi. J-Lo va rompre avec lui quelque temps après la fin du procès de Sean Combs pour une fusillade. Mais avant de parler de ce procès, on va d'abord s'intéresser à sa relation la plus connue, celle avec Cassandra Ventura. Je sais pas pourquoi je fais des accents dans mes vidéos à chaque fois, après je dis mais arrête! S'il te plaît, arrête le massacre, personne t'a demandé de faire ça. En 2007, après sa seconde rupture avec Kim Porter, Sean Combs officialise avec Cassie. Elle n'avait que 19 ans et lui 37 quand ils se sont rencontrés. Je vais répéter, elle n'avait que 19 ans et lui 37 quand ils se sont rencontrés. Gerbant. Didi va signer Cassie chez Bad Boy Records pour un contrat de 10 albums pour en produire 0. Ce contrat était, selon les spéculations, une autre manière d'avoir une emprise sur Cassie. Leur relation était American Horror Story sous stéroïdes. Cassie va la décrire ainsi. Sean avait un contrôle total sur sa vie, sa carrière, son apparence. Elle avait peur que si elle lui disait non, il se serait vengé en diffusant des vidéos compromettantes d'elle. Il était plus vieux qu'elle, extrêmement riche, protégé, presque intouchable. Et elle, c'était une jeune fille naïve qui voulait réussir et qui est tombée éperdument amoureuse de lui et le suivait
aveuglément, par peur de sa violence, parce que oui, Diddy était extrêmement violent avec Cassie, comme l'a prouvé une vidéo diffusée par la chaîne CNN. L'altercation a eu lieu en 2016 dans un hôtel californien. Sur la vidéo, on y voit Cassie qui essaie de quitter l'hôtel, mais Sean Combs en serviette lui court après, lui tape dessus et la traîne jusque dans la chambre. Mais il y a quand même des gens qui ont le toupet de demander « Mais pourquoi elle est pas partie ?» Des témoins ont raconté toutes les violences qu'aurait subi Cassie durant les 10 années qu'elle a passées avec Diddy. Il l'a trompée à gauche à droite, devant les caméras. Le couple présente une image d'un couple sain, heureux, mais derrière la porte, ce n'était pas le cas. Ils se séparent, se remettent ensemble avant que Cassie ne le quitte pour de bon en 2018. En novembre 2023, elle va l'attaquer au civil, l'accusant d'abus de durant leur relation. Sean Combs accepte de payer les 20 millions qu'elle demande comme dommage pour tout le mal qu'elle a subi. Le 13 mai 2025, enceinte jusqu'au cou de son troisième enfant, Cassie va témoigner pendant 4 jours de l'enfer qu'elle a vécu. Pendant ces 4 jours, elle va décrire en détail les soirées freak-off que lui faisait organiser Diddy où elle devait payer un escorte. Il y avait beaucoup d'huile pour bébé, de la cire, bref. Écoutez son témoignage, c'est très difficile moralement, mais si vous voulez comprendre c'est quoi les freak-off, jusqu'à où il est allé, je vous le recommande. Enfin, je vous recommande d'écouter. Mais encore une fois, c'est très difficile. Elle explique qu'elle était la plupart du temps droguée pour dissocier de ce qu'elle vivait. Elle y décrit aussi la violence mentale et physique de Diddy, les abus. À un moment donné, l'avocate de la prosecution demande, grosso modo, à Cassie pourquoi elle a continué de subir tout ça. Et Cassie répond, pour paraphraser, c'est une très bonne question. Mais elle le dit bien, elle était jeune, naïve, amoureuse, sous emprise de substances, mais aussi de Diddy. Elle était effrayée. Aujourd'hui, elle est mariée avec Alex Fine depuis 2019, le coach sportif que Diddy avait engagé pour Cassie. D'ailleurs, beaucoup disent que c'est cette décision qui a sauvé Cassie, mais Alex Fine, son mari, a répondu que non, c'est Cassie qui a sauvé Cassie. Ils sont parents de 2 filles et un futur garçon. C'est cette plainte de Cassie qui aurait été le déclencheur de l'enquête des fédéraux qui a mené à l'arrestation de Sean Combs. Après Cassie, il n'y a pas vraiment eu de relation sérieuse pour Diddy. Il y a eu des rumeurs comme quoi il serait sorti avec Lori Harvey en 2019. Ensuite, il a eu sa relation ambiguë, étrange, même avec Young Miami, une rappeuse en 2022. Je dis étrange parce que Young Miami a dit qu'elle était célibataire, mais qu'ils étaient ensemble. Ils sont même apparus au Met Gala 2023 en tant que couple. Donc bref, parce qu'ils étaient un couple de célibataires en fait. Beaucoup pensent que Diddy est en réalité le sugar daddy de Young Miami. Mais ceci ne nous regarde pas. En octobre 2022, Sean Combs est papa pour la 7e fois. Sa dernière s'appelle Love et la maman est Dana Tran. Quincy. Les jumelles, chance. Oui, et je dis bien 7 fois parce que il considère Quincy comme son fils. Donc, ça lui fait 7 enfants. Sean Combs se traîne tellement de casseroles, que ce soit en affaires ou en amour, le gars est un poison. Et vous allez voir qu'il est vraiment un vilain de film Marvel et qu'avant son arrestation en 2024, il s'en est toujours sorti avec brio sans que ça ne lui coûte sa carrière ou que ça lui entache sa réputation. Cette phrase sera prononcée par Kid Cudi pour décrire Sean Combs le jour où les deux se sont rencontrés pour une confrontation concernant la voiture de Kid Cudi. Durant son témoignage, le 22 mai 2025, Scott Mescudi, donc Kid Cudi, va expliquer au tribunal pourquoi il soupçonne Sean Combs d'avoir fait exploser sa voiture après que le producteur de rap ait découvert la relation de Kid Cudi avec Cassie. Et ça, ce n'est qu'une histoire parmi les nombreuses histoires de Diddy. On a déjà mentionné la bousculade mortelle dans une université de New York qui a fait 9 morts et 29 blessés. Cette histoire n'aura eu aucune conséquence. Il a juste payé $40 000 aux familles des victimes. Certes, il a été viré de Uptown Records, mais derrière, il a fondé Bad Boy Records qui va lui rapporter 10 fois plus que son ancien travail. Le gars a gagné. Pendant sa relation avec Jennifer Lopez, les deux vont se retrouver en garde à vue après une fusillade. Le 28 décembre 1999, Sean Combs et Jennifer Lopez sont dans une boîte de nuit new-yorkaise, Club New York, pour fêter la future sortie d'un album de Jamel Barrow et qui est Shy. Le rappeur de 21 ans est un jeune artiste signé chez Bad Boy Records. Sur le point de quitter la boîte de nuit, une bouteille de champagne à la main, Sean Combs renverse le verre de Matthew Allen, connu sous le nom de Scar, comme Full Metal Alchemist et le Roi Lion. Scar, qui a de l'alcool partout sur lui, bouscule Sean Combs. Après ça, les choses partent en cacahuète. Un ami de Scar aurait lancé une liasse de billets dans le visage de Diddy et des personnes ont commencé à tirer. Sean Combs et Jennifer Lopez vont fuir la scène et seront arrêtés dans une Lincoln Navigator avec un pistolet sur la banquette arrière. Gillo n'aura rien et sera libéré rapidement. Nathania Rubin est une des 3 victimes de cette fusillade. Depuis 1999, elle affirme que Sean Combs est celui qui lui a tiré dans le nez. Je l'ai regardé, elle dira aux The Daily Beast. Je l'ai vu de mes propres
propres yeux. Ce n'est pas la seule qu'il aurait vue avec une arme dans la boîte. Selon certains, cette arme aurait été cachée dans le sac à main de J-Lo et c'est comme ça que la sécurité ne l'aurait pas confisquée. Les gens pensent ça parce que dans le témoignage de Cassie, elle a expliqué que c'était déjà arrivé que Diddy lui donne un pistolet à mettre dans son sac. Son chauffeur va même témoigner que Diddy l'a payé pour faire croire que l'arme était au chauffeur. Va s'en suivre un procès de 6 semaines où Sean Combs sera acquitté car ses avocats qui comptaient Johnny Cochran, l'avocat d'O.J. Simpson, vont créer assez de doutes pour que les jurés ne condamnent pas Sean Combs. Je ne sais pas si vous savez ceci, monsieur le juge, mais cette personne, Jennifer Lopez, est une actrice très populaire. Penser que monsieur Combs se promène avec elle, avec un pistolet chargé, c'est tellement ridicule que ça dépasse l'imagination, déclarera un de ses avocats. C'est Shyne, le protégé de Diddy, celui qu'on célébrait, qui va trinquer et être condamné à 10 ans de prison pour violence, possession d'une arme, mise en danger de la vie d'autrui. Shyne va accuser Diddy de l'avoir vendu pour sauver sa peau. Il sera aussi déporté à Belize, son pays d'origine. Devenu un politicien à Belize, Shyne dira que Sean Combs a détruit sa vie. Bon, ça va pas l'empêcher d'inviter Diddy à Belize ou monter sur scène avec lui, donc bon. Encore une fois, Diddy s'en sort facilement. Il paye les victimes et l'histoire est enterrée. Et avant cette fusillade, le 15 avril 1999, est diffusé le clip Hate Me Now du rappeur Nas. Diddy et 2 de ses proches vont attaquer l'ancien manager de Nas, Steve Stoute, dans son bureau après la diffusion de ce clip. Tout ça parce que Diddy apparaissait dans le clip crucifié et il voulait que ce passage soit retiré. Stoute va porter plainte contre Sean Combs et sera payé $500 000. Le 8 septembre 1999, Sean Combs va plaider coupable pour agression et sera condamné à passer une journée dans un cours de gestion de la colère. En 2007, Gerard Reschnitzer a attaqué Diddy en justice pour agression après que ce dernier l'ait tapé en dehors d'une boîte de nuit. Combs et Reschnitzer ont calé l'affaire pour une somme qui est restée secrète. La manière de faire dans ces histoires que je vous ai racontées là, c'est toujours la même. Il fait une dinguerie, il se fait attaquer au civil et règle l'histoire avec une belle somme. L'argent, c'est vraiment ce qui le protège. Il y a aussi des rumeurs concernant la fusillade dont était victime Tupac Shakur en 1994. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet, ou une vidéo sur Tupac Shakur. Tu peux aller la regarder après celle-là. Donc Tupac Shakur a toujours accusé Sean Combs d'être celui qui a commandité la fusillade contre lui. On a aussi accusé Sean Combs d'avoir été celui qui a fait tuer Tupac Shakur en 1996. Mais aussi Biggie, sa poule aux os d'or. J'arrive jamais à dire ce mot. Poule aux os d'or. Voilà. En 1997. Il y a eu quand même beaucoup de décès suspects autour de lui. N'oublions pas aussi que certains et certaines pensent que la mort de Kim Porter, c'est aussi de sa faute, car il voulait écrire un livre pour tout, mais absolument tout raconter. Il aurait été aussi sous-entendu que Diddy n'était pas tendre du vivant de Kim Porter. Diddy a créé un empire avec violence, argent et intimidation. Les gens le vénèrent et le craignent. Il a toujours traité ceux et celles qui l'entourent de façon exécrable. Dans l'émission Making the Band, on pouvait déjà voir des énormes red flags. Il est condescendant, traite les participants comme des toutous en les faisant marcher pendant des kilomètres pour lui acheter un cheesecake. Yo, fam, Puffy just told us to go to the store in Brooklyn and bring him back a cheesecake and walk. Dad, see me on TV, some punk ass bitch, yo. It's crazy. If I walk to Brooklyn, I'm going home. That's the Il parle mal aux participants et participantes, mais aussi la façon dont il a traité Lauryn Gibson en la faisant passer pour la méchante. Il y a aussi ce passage dans un documentaire sur sa vie sorti en 2017 où il jette des objets dans son bureau en criant « Je suis un sauvage, tout ce que je veux, je dois l'avoir ». En réalité, Diddy ne s'est jamais vraiment caché. Son nom Puff vient du fait qu'il avait un mauvais caractère et ça depuis petit. Pendant des années, il y a eu des rumeurs qu'il ne paye pas ses artistes, les exploite et garde les droits de publication sur leurs chansons. Maze, un artiste qu'il a signé fin 90, a accusé plusieurs fois Sean Combs pour ses pratiques injustes, l'accusant d'avoir volé nombre de ses artistes noirs en prêchant la Black Excellence dans une légende Instagram. En réponse à cette publication Instagram, Diddy a promis de redonner les droits de publication aux artistes et auteurs-compositeurs de Bad Boy Records, son label. Comme tout milliardaire, il s'est enrichi en exploitant le travail des autres. À un moment donné, il va être temps de manger les riches. Mais ce qui aura surtout fait la réputation de Diddy en dehors de sa carrière musicale, c'est ses soirées blanches qu'il a organisées de 1998 à 2009 durant le Labor Day, une fête américaine célébrée le premier lundi de septembre. Donc ce jour-là, le gratin, la crème de la crème des célébrités, allait dans une de ces villas vêtues de blanc. C'était l'événement à ne pas rater. Il y a eu des stars comme Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Denzel Washington, Jay-Z, Beyoncé, Booba. Ça montre à quel point ce mec avait le bras long. Je voulais enlever auprès des gens cette image de hip-hop et nous mettre tous dans la même couleur et au même niveau, dira ce blaireau de Diddy à Oprah concernant la raison derrière ces soirées blanches. Aujourd'hui, on sait ce qu'il se passait durant ces soirées et durant toutes les soirées organisées par Diddy. Pas grand chose a changé depuis son passage à l'université. Donc Diddy voulait associer le hip-hop avec la richesse comme redorer le blason du hip-hop. Et le souci avec Diddy, en dehors du fait qu'il était immensément riche, c'est qu'il était devenu l'image du Black Excellence. C'était un homme noir,
parti de rien, qui a travaillé dur pour réussir, une inspiration pour beaucoup d'artistes noirs qui voulaient tellement être vus avec Diddy, être produits par lui, que ils ont Ray Charles, son côté dangereux. Rodney Lilroy Jones, un producteur de musique, était très content de travailler sur le dernier album de Diddy, donc l'album Love, mais l'expérience a été un enfer pour lui. Il accuse Diddy de l'avoir drogué, harcelé et menacé de septembre 2022 à novembre 2023. Parce que c'était cool d'être associé avec Diddy, ou parce qu'on avait peur de ce que pouvait faire Diddy, ses employés ont dit qu'il se prenait pour Dieu. On pouvait le voir sourire, rigoler avec ses amis, ses associés, présenter l'image de lui d'un bon père de famille qui a fait des erreurs mais qui n'est qu'un être humain qui n'est pas parfait. Alors qu'en réalité, il abusait tout le temps de son pouvoir, privilèges et fortune. Une fois les caméras éteintes et même parfois devant les caméras, il arnaquait, exploitait, jetait des objets, insultait, tabassait, ses employés, ses femmes et toute personne sur son chemin. Après son arrestation, Aubrey O'Day, qui a été viré en 2008 du groupe Danny Tiken pour avoir refusé de suivre les ordres de Sean Combs officiellement, a dit après l'arrestation de Diddy « Je n'aurais jamais cru qu'on allait voir ce jour. On a tous enterré ça au fond de nous pour pouvoir avancer. Et pas juste moi, mais les victimes que vous ne connaissez même pas encore. » Aujourd'hui, c'est plus de 100 plaintes qui ont été déposées contre Sean Combs. Aujourd'hui, ces victimes se succèdent les unes après les autres au tribunal pour témoigner ce que Diddy leur a fait subir pendant des décennies. Même si Sean Combs reste innocent jusqu'à preuve du contraire. Pendant 3 longues décennies, Sean Combs a fait du hip-hop son terrain de jeu. Il a été le Midas new-yorkais qui transforme tout ce qu'il touche en milliards de dollars. Et pourtant, depuis sa jeunesse, Sean Combs montrait déjà les signes d'un prédateur qui n'a jamais subi les conséquences de ses actions. Pendant son règne, il a fait des victimes qu'il a piétinées pour grimper au sommet. Tenny Guerra Goss l'a dit elle-même dans son discours d'ouverture du procès. Diddy est un homme malhonnête, violent, qui a menti et trompé ses partenaires. Le plus triste dans tout ça, P. Diddy, Puff Daddy, Puffy, Diddy n'a jamais réellement caché qui était le vrai Sean Combs et le monde l'a juste laissé faire jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Voilà qui conclut la vidéo du jour sur Sean Combs. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Diddy et de toute cette affaire sordide. Si vous avez aimé la vidéo, c'est génial. Vous likez, vous partagez et vous vous abonnez. En attendant la prochaine, surtout, prenez soin de vous. Bye!